Pendant ce temps, un groupe d'étudiants a choisi de montrer son rejet de l'art officiel tel qu'il est présenté à l'intérieur du musée. Aujourd'hui, il est encore préférable de se regarder soi-même tourner en rond plutôt que de prêter attention aux œuvres exposées ici, semble dire cette performance inspirée du dadaïsme et qui conduit finalement les jeunes gens à l'extérieur du musée, là où il peut encore se passer quelque chose qui relève de l'art. Un art à l'air libre. بعد نفرت داداییستی با تاکید گفته میشه برای آغاز ما یک مانیفست نیاز داریم که به الف برای آغاز یک مانیفست نیاز دارید به الف ب پ بعد این الف ب پ و فریاد بزنی یک دو سه با داد گفته میشه یک دو نداری به ما بگی نه این براش چیز نیست برای بچه‌ها خودم ضرری که متحرک میکنن در اطراف میفته. آقای باوندی توضیح میدی به ما که امروز چیه برنامه؟ واسه یکم شگفت زده بشه و آخر سر توضیح میدم. C'est là, devant le musée, et dans le parc attenant, que ces jeunes dadaïstes iraniens ont choisi de se retrouver pour déclamer leurs textes et perpétuer l'esprit dada. How did you find me over here? Well, we just looked and found you. Pour lire leur manifeste, les deux garçons ont décidé de choisir un promeneur au hasard, un peu étonné, Just from here. et de le conduire dans les jardins du musée, After you. au pied d'une sculpture de Henry Moore. من رد نمیشم از اینجا. از ربر. Pour eux, le premier venu est aussi qualifié que le plus grand des poètes. Chaque geste est une performance destinée à abolir la frontière entre l'art et la vie. How about those guys? They're the crew. Okay, now sit down, please. And this is yours. کجا بخونم؟ تا آخرش دیگه. من هادی نصیری و باوند بهپور هستم. اجراهایی که در اینجا می‌بینید کار دو گروه از دانشجویان ماست. چنان که می‌بینید در مراسم عصرگاهیمان تماشاگران خود را با خود به پارک آوردیم و در ابتدا سعی کردیم زمینه را ایجاد کنیم که دیگران را هم به درون بکشد. برای ما کار کردن با مردم عادی جذابیت ویژه‌ای دارد. اتفاقا ما اینطور به نظر ما میرسد که هنر معاصر دست کم بیش از هنرهای تجسمی با مردم ایران رابطه برقرار می‌کند. مراسم عصرگاهی ما که مراسم فوتوریست ها و داداییست ها را به خاطر می آورد، تلاشی برای بازآفرینی مجدد یک اتفاق تاریخ هنری نیست، بلکه سعی است در جهت یافتن یک شیوه بیانی که بتواند با وضعیت ایرانی ارتباط برقرار کند. دشمن آتشش میزنم. چه فهمیدی؟ دادا! قررش رنج‌های مسخ شده! دادا آشنایی با فریض و نشیب‌هایی که زهد جنسی ساده لوحانه‌ای که به مطالعه و رفتار خوب اعتقاد دارد مخدوش کرده است. دادا محو منطق رقص آنان که ناتوان از آفرینشند. دادا هر نوع سلسله مراتب یا طبقه بندی اجتماعی که پیش خدمت‌های ارزش‌ها و تاییدشان کرده باشد.
ما برای زرافه‌هایتان تیشرت یقه اسکی می‌دوزیم و برای خودمان شورت آهنی. آی تهران تهران! و امنیت واژه مقدسی است که جز اینجا در هیچ کجای این کره خاکی میسر نیست. از اسکیموها بیاموزید اخلاق شوهرداری را. آی نهادها، گالری ها، موزه ها، من بی تقصیرم، شما بی تقصیری، شما که دست قیچی هستید ولی دلی مهربان در سینه دارید، شما که تابلوهای پیکاسو و بیکن در انبار دارید. در بیاورید، لطفاً در بیاورید تا ما هم ببینیم، ما هم در میآوریم تا شما. پس آغوش باز کنید. برای ما که ایش نمیخوایم، ما که ایش نمیدانیم، ما که ایش نمیچیم و گهگاه علف میکشیم. À l'occasion du 30e anniversaire de la glorieuse victoire de la révolution islamique en Iran, j'invite tous les artistes, tous les amateurs de la culture, de la connaissance, de la sagesse et de l'art iranien à venir visiter notre pays et le musée d'art contemporain de Téhéran. Pourquoi le musée d'art contemporain de Téhéran? Eh bien, parce que ce musée possède des fonds précieux, des galeries et des salles remarquables, et il accueille, tout au long de l'année, des œuvres d'art fort intéressantes qui méritent toujours le détour. Voilà. Merci beaucoup. Dans un instant. À quelques mois des élections présidentielles, où en est l'Iran? État des lieux avec Jean-Christophe Victor, dans un instant. Even vous présente les coups de cœur. L'inventeur de la peinture métaphysique Giorgio de Chirico est à l'honneur au Musée d'art moderne de la ville de Paris. La rétrospective qui lui est consacrée, la première depuis 25 ans, présente 170 peintures, sculptures et œuvres graphiques entre rêve et fantastique. John Landis a l'honneur à la Cinémathèque française. L'occasion de voir ou de revoir les films du réalisateur culte des Blues Brothers et du Loup-garou de Londres. Des comédies comme Trois Amigos ou Un fauteuil pour deux, des thrillers comme Série noire pour une nuit blanche, de quoi replonger avec délectation et sans modération dans la filmographie éclectique de ce cinéaste décidément inclassable. Je soigne le mal par le mal. Un père et sa fille, ils vivent ensemble un peu à la manière d'un couple. Le lien qui les unit semble indestructible. Pourtant, l'un et l'autre savent que le moment de se quitter peut être venu. Avec 35 Roms, Claire Denis signe un film sensuel, doux et chaleureux à la fois. Mais c'est quoi cette histoire? 35 Roms. C'est une vieille histoire. Even vous a présenté les coups de cœur. Deux journalistes curieux. Pour explorer la science, on va partir sur les routes ensemble. Et un passionnant voyage de découverte scientifique à travers l'Europe. Un lieu et un thème chaque jour différent, afin que le monde n'ait plus de secrets pour vous, ou presque. Bienvenue à Xenius, le magazine scientifique itinérant d'Arte. Xenius, de lundi à vendredi à 8h10 et à 16h55 sur Arte. Mardi. Sortir de la crise à tout prix, on parle de plan de relance, mais où sont passés nos milliards, où vont-ils aller? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre en direct à travers des reportages en présence de personnalités de la vie économique et politique et de 27 témoins, citoyens venus de toute l'Europe, désireux de parler sans langue de bois. Un débat participatif auquel vous êtes bien sûr également conviés. Patrick Poivre d'Arvor nous donne l'avis des autres, mardi à 20h45 sur Arte. Et
Et si l'envie vous en prend, arte.tv vous en parle. La situation de l'Iran redevient très intéressante en 2009. D'abord, il y aura l'élection présidentielle cette année, et les élections sont assez libres dans ce pays. Ensuite, l'administration démocrate arrivée à la Maison-Blanche pourrait tenter de reprendre un dialogue entre les États-Unis et l'Iran ou de négocier la levée des sanctions économiques qui pèsent sur ce pays. Donc, je vous propose de regarder quelques cartes de ce pays, finalement très atypique dans la région du Moyen-Orient. L'Iran opère comme une jonction entre monde arabe, monde turc, monde caucasien et monde indien. Ce pays cumule plusieurs originalités. Il a de l'eau et une population importante. Il a donné une grande civilisation et n'a jamais été colonisé. Il a été le premier État de la région à exploiter le pétrole, puis à le nationaliser. Il a été le premier État de la région disposant d'une constitution parlementaire et aujourd'hui, il est le premier État islamique chiite. L'Iran, c'est l'ancienne Perse. Le nom a été changé en 1935 par Reza Shah Pahlavi, le père du dernier souverain du pays. Iran, cela veut dire pays des Aryens. Les Aryens sont des populations d'origine indo-européenne. Arien en sanskrit, cela veut dire noble, excellent, honorable. Les Aryens venus s'établir sur le plateau iranien formaient des grandes tribus. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle les Mèdes et les Perses, car ce sont elles qui sont fondatrices de la Perse. C'est depuis la province de Fars que les Perses ont donné naissance à plusieurs grands empires, notamment celui des Achéménides, du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ. On oublie souvent que l'Iran des Achéménides est, avec la Chine de Qin Shi Huangdi et l'Égypte des pharaons, la plus ancienne forme étatique centralisée au monde. Ensuite, des Sassanides du 3e au 7e siècle de notre ère. Puis surviennent les invasions des tribus arabes, apportant avec elles l'islam, la nouvelle religion prêchée par Mahomet, qui écarte progressivement le zoroastrisme, la religion des Perses, fondée par Zarathustra. Puis viennent les Séfévides du 16e au 18e siècle. C'est la dynastie des Séfévides qui va établir le chiisme comme religion officielle en 1502. Ils se déclarent chiites car ils rattachent leur généalogie à Ali, le gendre de Mahomet. Et les chiites, je vous le rappelle, estiment que seuls les membres de la famille de Mahomet peuvent avoir la fonction de guide pour les fidèles. Et aujourd'hui, près de 95% des Iraniens sont musulmans chiites. C'est le seul pays musulman où les chiites sont à ce point majoritaires, et en Irak, ils sont entre 60 et 65% de la population du pays. L'Iran fait 1 600 000 km², soit à peu près 4 fois la superficie de l'Allemagne. La capitale est Téhéran, c'est un pays de près de 70 millions d'habitants, et c'est un pays multiethnique. Un peu plus de la moitié des Iraniens sont persans, ils occupent le centre et l'est du plateau iranien, alors que les minorités sont plutôt en périphérie du pays. On les repère sur la carte, les Azéris, les Kurdes, les Arabes, les Turkmènes, les Baloutches, les Bakhtiars notamment. Et le régime iranien a la particularité d'être à la fois un régime théocratique, c'est-à-dire primauté du gouvernement du jurisconsulte religieux, c'est-à-dire la primauté du guide suprême, et un régime démocratique, puisqu'il y a élection pour élire l'Assemblée consultative islamique et pour désigner le président de la République iranienne. Alors comment marche ce pays ? La croissance annuelle moyenne du PIB tourne autour de 6% en 2007. L'Iran est un pays d'élevage, surtout des ovins, producteur de laine. L'Iran, je vous le rappelle, est un grand exportateur de tapis. C'est aussi un grand pays agricole. La production céréalière est plutôt au nord, dans les provinces caspiennes. Mais l'Iran est surtout un pays d'une richesse exceptionnelle en hydrocarbures. Il détient 11% des réserves mondiales prouvées en pétrole, 16% des réserves en gaz.
On voit ici la localisation des gisements de gaz et de pétrole et les raffineries, ainsi que les ports pour l'exportation du pétrole brut. Et le pays est doublement dépendant de ces hydrocarbures, puisque les exportations de l'Iran représentent environ 50% des recettes du budget de l'État, et pourtant, le nombre insuffisant de raffineries et le mauvais état de celles qui existent obligent le pays à importer l'essence et les produits raffinés. Alors justement, regardons l'environnement régional. L'Iran est riverain au nord de la mer Caspienne et au sud du Golfe qui porte son nom, le Golfe Persique, par lequel il exporte une part de sa production. Et le pays a pour voisins le Pakistan, l'Afghanistan, le Turkménistan, l'Arménie, la Turquie et l'Irak. Et le point commun entre tous ces pays étant que presque chacun d'entre eux est un pays instable. À l'est, en Afghanistan, ce pays est toujours aussi pauvre, toujours aussi instable, et Téhéran se méfie à la fois de la guérilla des talibans et du gouvernement central mis en place à Kaboul par les États-Unis. Fin 2008, on dénombrait en Afghanistan environ 18 000 soldats américains et près de 51 000 soldats des forces internationales pour le contingent de l'ISAF. Et d'ailleurs, le nombre de soldats américains devrait être renforcé en 2009 avec l'arrivée de l'administration démocrate. Au sud-est, le Pakistan, également instable, est écartelé entre les choix de politique extérieure du gouvernement pro-américain et les adhésions de la société pakistanaise, musulmane et anti-américaine. La partie iranienne de la province du Séistan-Baloutchistan est elle aussi très instable. La région, à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan, est le berceau de la plus importante communauté sunnite d'Iran, et comme elle est moins développée que le reste du pays, parce que laissée à l'abandon par le pouvoir, elle se sent opprimée par le gouvernement chiite. Une série d'attentats et d'affrontements ont eu lieu dans la région, et le gouvernement iranien accuse les rebelles baloutches de recevoir de l'aide britannique et américaine. Et enfin, à l'ouest, évidemment, l'Irak. Pour l'Iran, la fin de Saddam Hussein est plutôt une bonne chose. Il ne faut pas oublier que c'est Saddam Hussein qui a attaqué l'Iran en septembre 80. La guerre a duré jusqu'en 1988. Donc le régime de Bagdad cesse d'être menaçant pour l'Iran, mais à la place s'installe une situation instable et un régime favorable aux intérêts américains qui permettra la présence de bases militaires américaines. Plus à l'ouest encore, au Liban, l'Iran demeure actif dans une politique anti-israélienne, en soutenant le mouvement chiite Hezbollah et à l'échelle nationale, en voulant apparaître comme le pays du Moyen-Orient le plus menaçant pour Israël. Donc si on regarde les évolutions géopolitiques régionales, vues du point de vue de Téhéran, le pays est comme entouré par les bases et les facilités américaines, dans le Golfe au sud, en Afghanistan à l'est, en Irak à l'ouest et dans plusieurs États d'Asie centrale au nord. Et tout cet environnement dessine en fait la politique extérieure de Téhéran et peut expliquer, sans le justifier, le programme nucléaire iranien. La révélation en décembre 2002 de l'existence d'une usine d'enrichissement d'uranium à Natanz, on voit là la photo satellite, est confirmée par les inspections de l'AIEA. Le fait que l'Iran, sur le site de Arak, produise de l'eau lourde, c'est-à-dire de l'eau ordinaire enrichie en isotopes deutérium d'hydrogène, utilisés comme modérateur dans certains réacteurs nucléaires ou bien dans le cycle de fabrication des bombes. La dissimulation des activités d'enrichissement, une attitude ambiguë avec les inspecteurs de l'AIEA, eh bien tout cela a alimenté les soupçons et ouvert une crise majeure autour du programme nucléaire iranien. L'Iran est signataire du traité de non-prolifération nucléaire ratifié en 1970, mais alors pourquoi le pays a-t-il refusé de signer le protocole additionnel autorisant les visites impromptues d'inspecteurs? Et en même temps, il semble que la vocation militaire de ce programme n'ait en fait jamais été prouvée. Le National Intelligence Estimate, qui fait la synthèse de 16 agences de renseignement américaines, a rendu public fin 2007 un rapport finalement assez modéré sur la situation du nucléaire en Iran, éloignant d'autant le risque d'une frappe militaire américaine sur ce pays.
De toute façon, l'administration démocrate, récemment arrivée à la Maison-Blanche, va sans doute développer une autre approche de la question iranienne. D'abord, elle a d'ores et déjà déclaré qu'elle ne tolérerait pas que ce pays se dote d'un armement nucléaire, mais elle pourrait proposer un marché, une sorte de donnant-donnant. Si Téhéran contribue à la stabilisation de la situation en Irak, autre grand pays chiite au Moyen-Orient, les États-Unis pourraient être conduits à lever les sanctions économiques qui frappent l'Iran depuis longtemps et qui brident la croissance de ce pays. Alors sur cette question, vous pouvez lire l'Iran, plaque sensible des relations internationales. C'est un numéro de la Revue internationale et stratégique publié par l'IRIS et les éditions Dalloz. Vous pouvez lire aussi La bombe et la démission des nations. C'est un livre de Thérèse Delpech aux éditions Autrement. Et puis pour parler tout de même un petit peu des Iraniens eux-mêmes, vous pouvez lire L'Iran, la révolution invisible de Thierry Coville aux éditions de La Découverte. Madame Pell. Madame Emma Pell. Enfin, monsieur, à qui ai-je l'honneur? Je suis John Steed. Pile dans le mille. Vous les avez reconnus? John Steed et Emma Pell sont de retour. Ça se fête, non? Le look est resté so British. Chapeau melon et bottes de cuir, cet après-midi à 17h25 sur Arte. C'est elle, la saloperie? N'hésitez pas, poussez la porte. Entrez, entrez, entrez. Tu es venu régler tes comptes. C'est pas que dans ma vitrine qu'on a mis un pavé, hein, c'est dans son cœur. Mais ça fait si mal que ça, un chagrin d'amour. Mais attention, le rose vire au noir. Toujours résister à mes fantômes. Beauté et frisson garantis à l'Institut Vénus et Apollon, vendredi à 20h45 sur Arte. Prochainement. At £280,000 then. Any more than 300, £320. New bidder. Any more than £320,000, I take another 10 from you if you wish. £340,000. £350. £350. Thank you so much. £350. At £360,000. Any more than £360. Sold. 764. Il a donc utilisé des chèques pour réaliser ce tableau. Venez, je vais vous en montrer un autre. On est ici à Londres et il pleut, bien sûr. Nous sommes dans la nouvelle maison de vente et il y a encore quelques fuites d'eau, mais ce n'est pas grave. Ils ont conçu un espace magnifique. Si on continue par là, je vais vous montrer encore deux œuvres qui me semblent très intéressantes. Mais puisqu'on passe dans cette partie consacrée à Ron Arad, je vous montrerai une chaise très spéciale. Ron Arad est un créateur vraiment incroyable. Je crois que cette chaise est estimée à plus d'1 million de dollars. C'est très bien que Philips se soit mis à exposer du design. Ils sont très novateurs dans ce domaine. Et on arrive devant un autre tableau de Richard Prince. Sur celui-ci, les chèques apparaissent de façon encore plus évidente. On peut même lire comment il les a rédigés à l'ordre d'un magasin de peinture. Je dirige une société d'investissement et j'avais opté cette année pour des positions short subprime. Si bien que pendant que tout le monde perdait de l'argent à cause de la crise immobilière, mes fonds ont augmenté de 80% et ils devraient atteindre 95% sur l'année. Tous les ans, je prélève une partie de mes revenus pour acheter de l'art. On a ici un ensemble de plus petits formats de Richard Prince. Je voulais vous en montrer au moins un. Il s'intitule « Mon nom ne vaut pas un clou, alors j'ai changé de nom ». Hoffentlich bleibt der Fahrstuhl jetzt nicht stecken. Allez, à vous de jouer. Hoffentlich blieb der Fahrstuhl Fahrstuhl, je disais que stecken. Ça me faisait penser à pustule. Blip, blip. Ça fait une bonne onomatopée. La beauté du mot, c'est que ça ne veut rien dire. Mais si ça voulait... Si ça voulait rien dire, il ne l'aurait pas écrit. Ouais, on n'est pas rendu, hein.
Effectivement, ça change tout. Samedi. La douleur fait partie de la vie, mais comment vivre avec la douleur? Que faire quand elle devient insupportable? Quand le mal chronique devient la maladie? De quelle thérapie disposons-nous? Théma rencontre des gens qui endurent la douleur et des gens qui la combattent. Vivre avec la douleur, présenté par Thomas Couch, samedi à 9h45 sur Arte. Lundi et mardi, il y a quelqu'un? Ah, le chef. Et les petits qui se cherchent. Et les grands qui se cherchent aussi. Oui, madame. Dites donc, quelle énergie. On s'éclate ici. On jubile. C'est l'essence de la forêt. Lundi et mardi à 20h sur Arte. Et pour en savoir plus, cliquez sur le net. Le lendemain matin, l'avion extrait des eaux attire de nombreux curieux au bord du lac. L'avion a été poussé le plus près possible de la rive au cours de la nuit. Le moment est critique, on va le sortir entièrement du lac. Dès qu'il décollera de l'eau, l'appareil va subir une pression telle que certains éléments pourraient céder. Spécialement les ailes. Elles portent tout le poids, il se peut qu'elles ne résistent pas. La plus grande grue mobile de la région a été louée pour cette opération. L'affaire n'est pas encore gagnée. Irmela, l'épouse de Steinle, n'a pas voulu rater l'événement. Dans quelques secondes, je serai peut-être débarrassé de cette angoisse et rempli de joie. Là, il ne peut plus rien arriver. On va le tourner et ensuite on le démontera. C'est gagné. Superbe. Le Heinkel, 16 mètres de long, près de 23 mètres d'envergure, pend solidement au crochet. La tension se relâche doucement. No more chance. C'est elle la saloperie? N'hésitez pas, poussez la porte. Entrez, entrez, entrez. Tu es venu régler tes comptes. C'est pas que dans ma vitrine qu'on a mis un pavé, hein, c'est dans son cœur. Et ça fait si mal que ça, un chagrin d'amour. Mais attention, le rose vire au noir. Toujours résister à mes fantômes. Beauté et frisson garantis à l'Institut Vénus et Apollon, vendredi à 20h45 sur Arte. Mars. Un temps pour frissonner. Un temps pour rire. Ou pleurer. Un temps pour se taire. Ou parler. Sortir de la crise à tout prix, on parle de plan de relance. Un temps pour la lutte. Un autre pour la paix. En mars, prenez le temps sur Arte.
de suite, Serge Julie raconte l'histoire de ce film culte de David Lynch, Sailor et Lula. Le cinéma se sert des mots, mais il utilise aussi tout un tas d'autres choses, tant d'autres éléments. Et il faut que tous ces éléments s'imbriquent au fur et à mesure, jour après jour. Et un jour, quand tous ces éléments sont en place d'un point de vue cinématographique, le concret, l'abstrait et tout le reste, c'est gagné. On pénètre alors dans un univers. Mais dès que le film est prêt, on vous demande de le retraduire en mots. Un cauchemar. Ça ne s'explique pas, c'est du cinéma. Ce qui compte, c'est le résultat, c'est l'expérience. Il était une fois en 1990, Sailor et Lula, un film de David Lynch. Sailor, interprété par Nicolas Cage, et Lula, interprété par Laura Dern, s'aiment de manière fusionnelle. Après avoir sauvagement tué un homme de main envoyé par Marietta, la mère de Lula, Sailor est emprisonné. Dès sa libération, il s'enfuit avec Lula. Marietta, femme hystérique et mère possessive, s'oppose à cette passion. Elle cherche surtout à éliminer Sailor, qui la sait complice du meurtre du père de Lula. Elle lance à leur trousse son compagnon, Johnny Farragut, et son vieil amant, le gangster Santos. Leur cavale est rythmée par des musiques alternant la douceur d'Elvis à la violence du hard rock. Sailor, sans argent, prend part à un hold-up meurtrier aux côtés de Bobby Peru, un psychopathe vétéran du Vietnam interprété par Willem Dafoe. Nouveau séjour en prison, mais les fées américaines veillent sur eux. Lula attend Sailor à la sortie avec leur fils, et ils reprennent la route. David Lynch, le cinéaste d'Elephant Man, est en ébullition créatrice quand il découvre Sailor et Lula, le roman noir de Barry Gifford. À 43 ans, il est reconnu aux États-Unis comme l'un des principaux artistes d'avant-garde sur tous les fronts. Peinture, photographie, films publicitaires, début d'une série télévisée Twin Peaks qui continue de laisser méduser producteurs et spectateurs, vidéo enfin pour Michael Jackson. C'est par hasard qu'un ami lui parle de Sailor et Lula. Ce sera son 5e long métrage. Mon ami Monty Montgomery m'appelle un jour et me dit « Je veux adapter ce livre au cinéma, tu veux bien le produire ?» Je lui réponds, en plaisantant, « Et si jamais, après l'avoir lu, j'ai envie de le réaliser moi-même ?» Il me dit « Ben, tu le feras. » Barry Gifford a un style très minimaliste. Mais ces mots ont été comme une révélation pour moi. Ils ont fait germer en moi des tas de choses, des histoires secondaires, tout ça. À ce moment-là, je voyais le monde autour de moi en train de sombrer et de devenir dingue. Et en lisant ce livre, j'ai imaginé une histoire d'amour en enfer.
J'ai écrit le scénario en 15 jours, puis j'ai fait un deuxième jet en 15 jours aussi. Donc en un mois, c'était bouclé. Mon petit et moi avons échangé nos rôles, il est devenu le producteur et c'est moi qui ai réalisé le film. Il vivait à Los Angeles et moi à New York, mais on était ensemble, on était un couple, on passait beaucoup de temps ensemble, mais David écrit en grand secret, il me passait pas les scènes en me disant ce que tu penses, il veut pas savoir l'opinion des gens. Il me disait toujours, c'est comme de la glace très fragile. Je dois écrire, je dois me concentrer, je ne veux pas que les gens me disent des choses parce que sinon ça casse. Emballé par le livre, David Lynch s'en libère très vite. À l'enfer original, il rajoute les fétiches musicaux et vestimentaires des années 50 et multiplie les emprunts au magicien d'Oz. Tourné en 1939, ce film de Victor Fleming, mélangeant comédie musicale et cauchemar féerique, fait partie intégrante de la culture populaire américaine. Sailor et Lula, love story ténébreuse, se transforme en conte de fées. J'aime des tas de films, mais c'est le magicien d'Oz qui s'est peu à peu imposé dans l'histoire de Sailor et Lula. Cette idée m'est venue parce que Sailor et Lula adorent ce film et parce qu'ils y font souvent référence. Tout ce qui leur arrive accroît leur amour pour l'univers du magicien d'Oz, ainsi que pour la conception de la vie qu'il dépeint et dont il s'imprègne. Oz joue un rôle majeur pour Sailor et Lula, mais aussi pour les spectateurs que nous sommes. D'ailleurs, c'est là sa fonction la plus importante. Il est utilisé comme un objectif à travers lequel on regarde la réalité, un peu comme la culture populaire. Il permet de prendre du recul par rapport au monde et d'en avoir une perception différente. Pour Lula et Sailor, le pays d'Oz est un monde meilleur. Un monde où les rêves peuvent se réaliser, où l'amour peut se vivre. Peanut! Hey, baby! Oh, wow! Baby, I got a surprise for you. Hey, my snakeskin jacket! Thanks, baby! Did I ever tell you that this here jacket represents a symbol of my individuality and my belief in personal freedom? About 50,000 times. I got us a room at the Cape Fear. And guess what? Power Man's playing at the Hurricane. Stabbing and steer. Quand Sailor et Lula commencent à prendre vie, un monde s'achève, le nôtre se dessine. La Pologne à peine affranchie du joug communiste, le mur de Berlin s'effondre dans la liesse occidentale et préfigure déjà la fin de l'URSS. En quelques semaines, Prague et Bucarest gagnent leur liberté. Près de la place Tiananmen, un jeune homme aux mains nues symbolise l'ampleur de la révolte. Mais Pékin ne cède pas, la Chine reste un régime autoritaire et socialiste pratiquant un capitalisme sauvage. George Bush père, à la tête des États-Unis, décide de l'invasion du Panama pour, dit-on à Washington, défendre la démocratie. C'est en son nom encore que la tempête du désert justifiera quelques mois plus tard l'occupation partielle de l'Irak pour libérer le Koweït, opération militaire qui aurait fait plus de 100 000 morts. L'Amérique peut croire alors qu'elle est devenue la maîtresse du monde. À Los Angeles, David Lynch se bat pour imposer Laura Dern à des producteurs qui imaginent mal la gamine naïve de Blue Velvet en Lula sensuelle. Autour d'elle, il compose l'équipe, guidée par sa seule intuition. C'est une question de bon sens. Il faut choisir les bons acteurs. C'est Nick et Laura qui donnent vie à leurs personnages.
Et lors des répétitions, on voit si leur interprétation est fidèle au sentiment qui nous a poussés à faire ce film. Donc on regarde, et si ça ne colle pas, alors on en discute. Encore et encore. Puis on répète à nouveau, et c'est mieux. Puis on discute. Il y a des mots qui les éclairent. Et à la répétition suivante, c'est mieux. Et un jour, on lance un mot-clé. Pour Nick, c'était Elvis. Et pour Lula, c'était chewing gum. Allez savoir pourquoi, ces mots en particulier. Bingo, ça fonctionne. Il a fallu que j'apprenne à connaître Lula. Ça ne s'est pas fait naturellement. Même si un réalisateur vous donne un truc, comme par exemple, penser à Marilyn Monroe. Je crois que son autre mot-clé était chewing-gum. On est obligé de lire entre les lignes pour arriver à cerner Lula. Tous les personnages de ce film ont deux visages. Ils ont plusieurs facettes, comme dans Blue Velvet et tous les autres films de David. Il m'a appelé, il m'a dit... tu m'as dit un jour que tu voulais faire un personnage qui était en même temps attractive and repellent, comme tu m'avais décrit Frida Kahlo. Et donc j'ai le personnage. Si tu veux, c'est un petit rôle, mais si tu veux, tu peux venir créer le personnage. Donc avec les sourcils comme Frida Kahlo, on a essayé les moustaches, mais David a dit non, je crois que ça c'est trop. Donc on a éliminé les moustaches. C'était l'idée de David d'avoir les cheveux blonds, mais avec la racine brune, absolument vulgaire et toujours ces drôles de personnages que lui crée. Il aime créer des personnages hors du commun. On n'en voudrait pas comme voisins, mais on passerait bien un moment avec eux. On aimerait bien les connaître un peu. Parce qu'au fond, ils nous fascinent. David aime ce genre de personnages et le mystère qui les entoure. Orchestrées ou pas, les relations personnelles entre les acteurs vont aider à bâtir plus finement encore les personnages. Pour interpréter la mère de Lula, David Lynch a choisi Diane Ladd, la mère de Laura Dern, tandis que la jeune actrice entame sur le tournage une véritable histoire d'amour avec Nicolas Cage. Je me revois assise sur les marches d'un grand escalier dans un vieil hôtel à Los Angeles. Nick s'est assis près de moi. On riait bêtement de ce qui se passait autour de nous et soudain, il montre quelque chose du doigt en disant « Non, attends un peu, après tu regarderas par là. » Puis je tourne la tête et il me dit « Tu as vu ça ?» Je regarde sur le côté et je vois une espèce de créature plus vraie que nature, qui a l'air d'une folle et qui vient vers nous. Nick me dit « C'est ta maman. » C'est la première fois que je travaillais avec ma mère et j'ai eu du mal à réaliser que ce personnage très bizarre était la femme qui m'avait mise au monde. Je ne l'ai pas choisi pour ça, mais le fait que ce soit sa mère était un plus. La relation mère-fille est quelque chose de particulier. La relation entre Lula et Marietta n'a rien à voir avec ce qu'elles vivent dans la vraie vie, je l'espère. Mais elles ont eu énormément de plaisir à explorer la dynamique de leurs personnages. Johnny?
En même temps que ses acteurs, David Lynch fait le choix de sa musique imaginée avant le tournage même. À Elvis, Power Mad et Richard Strauss, il ajoute la note d'Angelo Badalamenti, rencontré sur Blue Velvet et resté depuis Twin Peaks, son complice. Just a touch more on the strings. David would start talking. And in the case of Twin Peaks, I said, well, what is Twin Peaks all about? And he said, we're in a dark wood, and it's very quiet. The moon's out, and there's an owl in the background. So can you create that mood? So I would get this thing going, and I started playing. He said, "That's a wonderful mood, Angelo. Keep it going. Now play it a little slower. Play it a little slower." I said, "Slower? Yeah, slower." "That's great. Just keep that going. Just keep it going for another minute or so." But anyway, I kept that going. He said, "Okay, now there's a girl. Her name is Laura Palmer. She's all the way back. She's all the way back, and she's hiding behind some trees, but she's coming forward, and she's very sad. Can you write another theme for her?" And I started. And he said, "That's beautiful." Now she comes closer to the camera, reach a climax. She's getting really close, and she's starting to cry. He said, "That's beautiful." Now she's starting to walk away. Start falling, start coming down. Now she went behind the trees, Angelo, and go back into the woods. It's very dark. And just keep that going. Just keep it going. He says, "Angelo, I see Twin Peaks." Bada bing. Well, Wild at Heart, he told me that it's going to be really an eclectic kind of score. There's going to be, because, Wild at Heart is, in its way, is very kind of episodic. It's like all these beautiful individual shots and pictures and some things that don't relate to each other, but yet, as a whole, the picture works. So the music also would be, some of that as well. And the music helps David see pictures. The music helps David with the tempo of the speaking, of the dialogue of the actors. So I could make demos or, demonstration things of things that I've written. David would take that on the set and play that music while the actors were speaking, walking, talking. Well, I guess you broke parole now. You guess. Baby, my parole was broke 200 miles back when we burned Portuguese County. I guess I'll send Mama a postcard from somewhere. I don't want her to worry no more than necessary. That's not why I called you here, Santos. That don't smell like a cool. It ain't. It's part of the lessons of life. Just tell me what you want. Honey, you ain't gonna begin worrying now over what's bad for you. I mean, here you are crossing state lines with an A1 certified murderer. Manslaughter, honey, not murder. Don't exaggerate. Okay. Manslaughter, who just broke parole and got nothing in mind but moral purposes.
as far as you're concerned. Thank the Lord. Well, you ain't let me down yet, Sale. It's more than I can say for the rest of the world. Musicien averti, David Lynch a d'abord choisi la peinture. Il arrive au cinéma après des études d'art en réalisant un court-métrage d'animation. De ses passions conjuguées naît une vision singulière de la lumière et des couleurs, une obsession de tous les détails qui vont composer l'univers de Sailor et Lula. Il est perfectionniste, oui, vraiment. Mais c'est son côté peintre. Il est comme l'artiste qui se recule pour regarder sa toile et qui fait des retouches pour donner une texture différente à telle ou telle partie, jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Ces détails comptent pour lui. Il y a une scène où Nick répare sa voiture dehors. Ça se passe en plein désert, il n'y a rien alentour. David nous a dit, il faut que quelqu'un traverse l'écran. Il nous faudrait un figurant qui soit intéressant. Alors on a trouvé quelqu'un qui pouvait le faire, mais il n'avait rien de particulier. Pour l'être, il fallait qu'il porte un tuyau. On a déniché un bout de tuyau sans trop de problèmes. Mais ça ne marchait pas. Il fallait un tuyau de couleur. Alors on l'a peint en rouge. Et ce simple détail, le fait d'avoir peint ce tuyau en rouge et d'avoir un figurant qui passe, ça a tout changé. Ça lui a fait tilt et ça a rendu la scène plus réaliste. Et nous, on a eu plaisir à le faire. Quand j'y pense, je me dis, aucun autre réalisateur n'a jamais peint les murs derrière moi, juste avant de tourner. Rien n'est décidé par hasard. David n'y pense pas pendant des heures, mais ses choix sont mûrement réfléchis. C'est un bel équilibre. Quand il choisit un oreiller, il sait parfaitement pourquoi, mais il ne passe pas des heures à l'expliquer, à dire « je veux telle palette, ceci ou cela ». Un acteur peut travailler des années à ses côtés sans même s'apercevoir à quel point il est méticuleux lorsqu'il dessine l'atmosphère de son film. David adore improviser. C'est l'un des meilleurs dans ce domaine, et ça me plaît beaucoup. Mais c'est dur pour ceux qui travaillent avec lui, car il attend de vous que vous sachiez improviser aussi. Donc il faut être présent à 100%, être créatif et vif en utilisant chacune de ces cellules grises. En rentrant chez moi, je disais à ma femme, je ne ferai plus jamais de film, car il m'avait épuisé. J'avais l'impression d'être totalement vidé. Ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose, parce que les réalisateurs sont là pour donner des directions, et son travail est très intense. Le Lightflex est un dispositif que l'on place devant l'objectif. Il augmente légèrement le temps d'exposition du film. Ça donne une impression de vitesse et ça diminue le contraste. C'est un outil professionnel dont nous avons détourné la fonction. Il nous a servi à voiler l'image, à la faire disparaître et à y ajouter de la couleur, car nous ne pouvions pas retoucher l'image après coup. Nous l'avons surtout utilisé pour tourner les scènes d'amour. En début de scène, le dispositif était éteint. Lorsque la scène gagnait en intensité, nous l'allumions. Et alors de superbes tons violets ou rouges envahissaient l'image.
Film noir onirique, Sailor et Lula est aussi un film d'anticipation. Ces années-là, la géopolitique, l'archaïsme identitaire et la technologie de pointe se mélangent dans un cocktail de nouvelles violences. Alors que l'Occident découvre les OGM, l'Iran remet au goût du jour le terme fatwa promettant de récompenser l'assassinat de Salman Rushdie, auteur des versets sataniques. La pollution humaine fait des ravages en Alaska où l'Exxon Valdez, en s'échouant, provoque la plus grave marée noire de l'histoire américaine. On sait aujourd'hui qu'un quart seulement de la faune sous-marine a survécu. À Los Angeles, la tempête est provoquée par un film amateur montrant le passage à tabac par 4 policiers blancs d'un délinquant noir. 1 minute 43 secondes de violence brute vont déclencher l'une des émeutes raciales les plus meurtrières des États-Unis. Bush père fera donner l'armée dans son propre pays. C'est dans ce monde-là que vivent déjà Sailor et Lula. I just had triple bypass, open heart surgery, and I want you to know it's people like you that made me want to get out of that hospital. Everybody listen to this crowd. For her recent divorce, shot and killed her 3 children, aged 7, shot right between a heinous. A local judge praised defendant John Roy, but was dismayed to learn that Roy had had sex with the corpse. Roy's lawyer was quoted as saying, Murder. State authorities last October released 500 turtles into the Ganges to try and reduce human pollution, and now plan to put in the crocodiles to devour floating corpses dumped by Hindus too poor to pay for cremation. The Uttar Pradesh state... What's up, Peanut? I can't take no more of this radio. I never heard so much shit in all my life. Pour moi, cette scène résume tout le film. Si l'on veut saisir l'essence de Sailor et Lula, c'est cette scène qu'il faut regarder. Elle évoque la mort, le désespoir, la guerre, le chaos, la folie qui s'est emparée de l'être humain. Elle est le reflet de cette époque où tout le monde avait envie, y compris David, sans doute, d'exploser face à toute cette folie. David a exploité ce sentiment général. Les films qu'il fera dans les 20 prochaines années reflèteront sûrement l'atmosphère du moment, qu'elle soit tragique ou favorable. J'avais un sentiment concernant ce qui se passait dans le monde. Ce n'était pas localisé en un point. J'avais l'impression que le monde entier devenait fou. Parfois, une idée s'impose à nous. On en tombe amoureux. Mais il faut s'assurer qu'elle soit en phase avec le monde. Il faut observer le monde et quand c'est le moment, on y va. Aujourd'hui, on est mieux informé qu'avant. Et le monde semble vraiment mal en point. Dans des tas d'endroits, tout peut basculer du jour au lendemain. Il a eu le sentiment que le mal envahissait non seulement les États-Unis, mais aussi le monde entier. C'est en partie ce qu'il a voulu exprimer à travers le monde de Sailor et Lula. Ce film nous parle d'une société totalement incohérente, ce qui reflète bien ma propre vision des États-Unis. Il dépeint une structure familiale incohérente, mais il nous parle aussi de la toute-puissance de l'amour, qui résiste quoi qu'il arrive. Did I ever tell you how my daddy died? In a fire, as I recall. Yeah. Mama told me he poured kerosene all over himself and lit a match. Il a progressé dans son symbolisme ou dans les choses qui le frappent. Probablement le feu, ou même le symbolisme du feu entre l'enfer et la purification. Il doit y avoir un mélange de tout ça. Et donc le feu est devenu un élément important de son symbolisme. C'est peut-être une métaphore de la passion, de l'obsession ou de la répression.
En tout cas, ce n'est pas une chose positive. À mon avis, il a dû penser à l'interaction entre le feu et l'air, notamment lorsqu'on traque une allumette. Quand on allume un feu, et surtout quand on ne le maîtrise pas, on s'attaque au plus vital des éléments, l'air. Et en s'y attaquant d'une manière agressive, on en fait quelque chose de destructeur. Dans le scénario, il était écrit « gros plan d'une allumette en feu ». Avec mon objectif, j'ai fait un gros plan de cette taille. Et David m'a dit, ce n'est pas ce que j'avais en tête. J'aurais voulu que l'extrémité de l'allumette remplisse le cadre. Et il a fallu que je me débrouille. Alors on a bien réfléchi, on a élaboré une méthode. Je me suis creusé la tête pour trouver une façon de filmer qui fonctionne techniquement. Mais j'ignorais ce que ça donnerait avec le son. David voulait que le bruit soit assourdissant. J'ai donc commencé par utiliser des sons très puissants et finalement j'ai mixé des bruits d'explosion. Des barils de pétrole qui sautent, d'énormes fusées éclairantes qui servent à signaler la présence d'escadrons militaires de loin. Ce n'est qu'en ayant recours à ce genre de bruit tonitruant que j'ai obtenu l'effet que David et moi cherchions pour la fameuse allumette. David avait dit que le son allait jouer un rôle particulièrement important. Il voulait que les bruitages du film reflètent l'état affectif des deux personnages principaux. Et il y tenait énormément. Il exprime sa vision avec une force et une énergie incroyables. Sa vision domine la technique, et non le contraire. Ce que j'aime par-dessus tout dans Sailor et Lula, c'est la façon dont il arrive à nous faire porter un regard neuf sur tant d'objets différents. Par exemple, une cigarette peut être une sale habitude, ça peut tuer, etc. Mais cela peut être un très bel objet également. La preuve avec ce très gros plan incroyable d'une cigarette allumée. On cherche toujours à donner un sens narratif à ce genre de choses, mais il n'y en a pas. Cela se reflète dans tout le film. En ce sens, l'imagination nous permet de voir la beauté, même dans l'horreur. Say fuck me. Say fuck me. And then I'll leave. Say fuck me. Whisper it. Say it. Say it. Say it. Say fuck me. Whisper. Fuck me. Fuck me. Say fuck me. Fuck me. Fuck me. Fuck me. Fuck me. Someday, honey, I will, but I gotta get going. On a tout fait d'un point de vue visuel et photographique pour noircir le tableau, pour rendre les choses plus horribles pour elle. J'ai des frissons à chaque fois que j'y pense. Il y a d'abord ce plan large, puis on se rapproche de plus en plus, jusqu'à ce très gros plan sur ses dents.
J'en ai des frissons. C'est insoutenable. Quand j'ai pris connaissance de la scène, j'ai eu très peur. J'étais bouleversée. J'avais surtout peur qu'il y ait comme un sentiment de persécution dans la scène. Mais pour David, c'est Lula qui avait le contrôle de la situation. J'ai trouvé ça choquant. J'ai fini par assimiler cette idée. Je ne me souviens plus comment David s'y est pris pour m'expliquer son point de vue. Mais ça a transformé ma perception de la scène. À la fin de cette journée, je suis quand même tombée malade, physiquement. Ce film est bourré de préfigurations. Ceux qui semblent tout contrôler ne contrôlent rien du tout, en fait. C'est le problème de la société patriarcale. La société patriarcale célèbre des valeurs qui rendent l'amour difficile, voire impossible à vivre. Elle accorde une énorme place à la volonté, une importance énorme à la domination et une importance énorme au contrôle. Mais qu'apporte le contrôle dans ce film? On a toujours l'impression que les personnages forts, fidèles au modèle machiste et patriarcal, l'emportent. Ils semblent vraiment l'emporter. Mais en fin de compte, tout s'effondre, parce que le contrôle n'est qu'une illusion. La révolte des années 60 contre les modèles sociaux et culturels dominants permet l'émergence de nouvelles figures tutélaires. Le Yogi Maharishi fait ainsi connaître la méditation transcendantale, une pratique spirituelle inspirée de l'hindouisme, aujourd'hui classée comme secte en France et en Allemagne. En suivant en Inde son enseignement, les Beatles lui feront une publicité extraordinaire. Mia Farrow et Donovan tenteront aussi l'aventure avant que d'autres ne s'y engagent à leur tour. Les États-Unis commencent à basculer dans l'ère du New Age qui annonce le réenchantement du monde par l'assemblage bricolé de valeurs spirituelles. La méditation transcendantale avec d'autres mouvements met en avant le développement personnel en promettant à ses adeptes une amélioration du monde. Dans les années 70, dès ses débuts au cinéma, David Lynch rejoint le mouvement de Maharishi. Depuis lors, création et méditation sont pour lui intimement liées. J'ai grandi dans les années 60 et je n'avais jamais entendu parler de la méditation. De l'Inde non plus, d'ailleurs. Puis j'ai commencé à en entendre parler. J'ai vu des gens pratiquer la méditation. Je trouvais que c'était une perte de temps. Que font-ils assis, les yeux fermés? Mais j'ai fini par me dire que la méditation était un moyen d'entrer en soi. Et un samedi matin, le 1er juillet 1973, j'ai décidé d'apprendre la méditation transcendantale. Pour l'anecdote, 2 semaines plus tard, ma femme me dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je réponds « Quoi donc ?»« Ta colère, où est-elle passée ?» Parce que je passais ma colère sur elle tous les jours, surtout le matin. Sans que je fasse le moindre effort, ma colère s'était envolée. La véritable colère empoisonne l'artiste et tout ce qui l'entoure. Elle perturbe le travail. La véritable dépression est un vrai cauchemar. Elle n'a rien à voir avec la créativité. À moi, ça ne m'aidait pas beaucoup parce que quand je jouais, par exemple, d'un côté, c'est vrai que la méditation, ça m'a aidé à pousser de ma tête toutes les préoccupations et à me concentrer, mais en même temps, il y avait un effet un peu narcotique, quelque part, qui faisait que je sentais que je réagissais moins à l'acteur. Quand on joue, c'est pas seulement jouer, mais c'est aussi la réaction qu'on a par les autres acteurs. Et je trouvais que quand même cette réaction était devenue un peu une réaction trop calme. Moi, je crois que l'inspiration du film de David Lynch, c'est la méditation transcendantale. C'est ça. C'est ce que lui
obtient dans les visions qu'il a, le moment qu'il est en méditation, il les reprend il les refait dans ce cinéma. Je suis que les choses sont très très liées. Les deux choses ne peuvent pas être séparées. Je pense que la méditation aide David à se débarrasser de ses préoccupations matérielles et à s'exprimer. Il m'a expliqué la chose suivante. La méditation fait apparaître en lui une image ou une idée. Parfois, elle fait naître un personnage dans sa tête. Ce personnage l'appelle, revient sans cesse, et au fur et à mesure, il prend forme jusqu'à devenir une idée à part entière. Ça montre bien combien il respecte la matière qu'il utilise. Il ne la domine pas. A very, very interesting thing happened. That was Dark Spanish Symphony. Well, I had to meet him at 11 o'clock in the morning. He was going to come over by train to my office in New York City. But I hadn't written anything. And I worked on this for 45 minutes and wrote it. David comes in the office at 11 o'clock. Angelo, you're thinking about that dark symphony, European, whether it's French or German or Spanish? I said, yeah, David. I said, this is what I wrote. And I played him that. And David was dumbfounded. He said, Angelo, this is very, very weird. I said, why? He said, when I took the train over to your place within this past hour, I heard this music, Angelo. I heard this music. I said, what? What are you talking about? He said, I am telling you, what you have just played for me, I was hearing. I said, da, 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 you know. So I said, well, that's kind of incredible, David. And he said it, which I mean, true emotion, and it was so real, and it was believable to me. David peut paraître innocent, voire naïf. Mais il ne faut surtout pas se fier à cette première impression. Par bien des aspects, c'est un homme extrêmement sombre. Le mal qui s'insinue dans le film vient certes de la société, mais aussi de lui. I have seen 99 9/10 of Angel with David, and I had the misfortune of seeing that 1/10 of 1% of the other kind. And we're alone in my office. I had a small room, and now this very peaceful, blissful, soft-spoken man who never uses a foul language at all, no curse words. Let a smile be your umbrella. Peachy Keen, that's the ticket, right? Started talking to me, and he said, this project I'm thinking about starts out like this, and it goes like that. And then there's a dog, and then the dog's flesh comes out, and it starts curdling, and it starts falling off. And then some of the eyes, the thing goes into the band, and the blood spatters, and he starts screaming, and his face is red, and his hair is going. Well, I didn't know him all that well. I'll tell you, I got scared. There was another David in that 1/10 of 1% of David I got to see. Scared the heck out of me, I'll tell you. C'est drôle parce que très souvent, les gens qui voient les films de David l'imaginent comme quelqu'un de drogué,
Donc ces visions viennent de la drogue ou quand même quelqu'un de très violent, de très pervers. Lorsqu'il est... Il est un choir boy, un garçon du cœur. Il est tout gentil, il est très doux, etc. Mais ces choses-là sont dans lui. Je crois qu'il les sent, mais il ne l'exprime pas. Je crois qu'ils sont là et qu'il les domine avec la méditation. Je crois que peut-être lui, il croit que dans l'homme, il y a le bien et le mal, mais que la méditation va encourager le bien. Et donc, même si le mal est là, il l'exprime dans son cinéma. It's a good witch. Sailor Ripley, Luna loves you. But I'm a robber and a manslaughterer, and I haven't had any parental guidance. She's forgiven you all these things. You love her. Don't be afraid, Sailor. But I'm wild at heart. If you're truly wild at heart, you'll fight for your dreams. Personne, y compris moi, n'aimait la fin du livre. Barry non plus, je crois. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais je pense qu'à une époque, les happy ends n'étaient plus à la mode. Il valait mieux finir sur une note tragique. C'était plus réaliste. Mais Sailor et Lula avaient bien mérité leur happy end. Le happy end hollywoodien a quelque chose de merveilleux. C'est agréable et c'est bon pour le moral. Pendant la crise, il a dû sauver des vies. D'un autre côté, il est illusoire. Alors, comment rendre le happy end hollywoodien à la fois sain et encourageant? La réponse que donne ce film est garder en tête que c'est une fiction, tout en savourant le fait que l'amour triomphe. Ce n'est pas la fin heureuse, mais la violence du film qui rebute les critiques. Le film sera un succès en France, mais recevra un accueil mitigé aux États-Unis. Sur la scène de Cannes, la Palme d'Or attribuée à David Lynch fait des remous. En coulisses, elle va symboliser la fin d'une histoire d'amour. J'étais très amie de mon premier mari, Martin Scorsese, et donc je l'ai appelé. Et il m'a dit « Comment tu vas ?» J'ai dit « Mais je vais très mal parce que David vient de me laisser et je suis très surprise. Moi, je ne m'attendais pas du tout. » Et il me dit « Mais comment tu t'attendais pas ?» Moi, je l'ai tout de suite compris quand j'ai vu en direct le palmarès et j'ai vu qu'il t'embrassait devant les caméras. Je me suis toujours dit « Ouh, il a quelque chose à cacher. » Donc, là, j'ai bien compris, comme le metteur en scène comprenne bien l'esprit des hommes humains, comme ça, qui savent voir sur un geste qui peut être apparemment de grande affection, d'amour, au lieu c'est un geste d'adieu. Quand David a remporté la Palme d'Or, certains l'ont hué, mais d'autres bien plus nombreux l'ont acclamé. Il y avait une vingtaine de personnes qui juraient, le huaient, le sifflaient, pendant que les autres lui faisaient un triomphe. Puis tout le monde s'est mis à se crier dessus. C'était fantastique. Si Fellini avait été là, il aurait dit « Ça, c'est du cinéma ». Pour moi, le grand talent de David Lynch, c'est de dépeindre la portée de la culture populaire américaine, sa portée et surtout sa puissance, avec un regard de visionnaire. Il n'y a rien de mieux. Il a transformé les règles du cinéma américain. Il a offert de nouvelles possibilités de devenir artiste dans le cadre de la culture populaire américaine. Le cadeau qu'il a fait à l'Amérique et au monde entier, c'est d'avoir libéré les jeunes. Et il continue de libérer à la fois les jeunes, les moins jeunes et les très vieux des conventions d'Hollywood.
Depuis l'aventure de Sailor et Lula, seuls Laura Dern et Angelo Badalamenti ont continué d'habiter la galaxie Lynch. Figure indépendante de Hollywood, devenu ambassadeur officiel de la méditation transcendantale, David Lynch poursuit sa route. Inclassable. Lorsqu'on entre dans l'univers d'un film, il faut que ce soit réel. C'est un endroit réel. Ça existe au cinéma. Quand on y pénètre, on est dans la réalité et on vit des expériences. Quoi que l'on veuille faire, il faut se concentrer sur l'idée qu'on a, sur la sensation qu'elle provoque, sur son mouvement. Il faut sentir comment Sailor et Lula se meuvent, ressentir leur relation. Ce sont les idées qui dictent tout. Il faut rester fidèle aux idées. Votre programme sur Arte. 14h, le delta du Pô, un espace entre deux eaux où la vie sauvage est encore préservée. 14h45, L'étalon noir, un classique du cinéma pour enfants et une belle histoire d'amitié. Arte, la chaîne qui fait aimer la télé. Si. Dimanche, inspiration. Philosophons de tout à bâton rompu. Philosophons, amitié, jalousie, mélancolie. De l'actualité avec les sages des anciens temps. Épicure, Pythagore. Des choses d'autrefois avec les penseurs d'aujourd'hui. Foucault, Schopenhauer. Philosophons. Raphaël Enthoven nous attend sur Arte, dimanche à 12h30 pour une philosophie apéritive. Mardi. Sortir de la crise à tout prix, on parle de plan de relance, mais où sont passés nos milliards, où vont-ils aller? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre en direct à travers des reportages en présence de personnalités de la vie économique et politique et de 27 témoins, citoyens venus de toute l'Europe, désireux de parler sans langue de bois. Un débat participatif auquel vous êtes bien sûr également conviés. Patrick Poivre d'Arvor nous donne l'avis des autres, mardi à 20h45 sur Arte. Even vous présente les coups de cœur. L'inventeur de la peinture métaphysique Giorgio de Chirico est à l'honneur au Musée d'art moderne de la ville de Paris. La rétrospective qui lui est consacrée, la première depuis 25 ans, présente 170 peintures, sculptures et œuvres graphiques entre rêve et fantastique. John Landis a l'honneur à la Cinémathèque française. L'occasion de voir ou de revoir les films du réalisateur culte des Blues Brothers et du Loup-garou de Londres. Des comédies comme Trois Amigos ou Un fauteuil pour deux, des thrillers comme Série noire pour une nuit blanche, de quoi replonger avec délectation et sans modération dans la filmographie éclectique de ce cinéaste décidément inclassable. Je soigne le mal par le mal. Un père et sa fille, ils vivent ensemble un peu à la manière d'un couple. Le lien qui les unit semble indestructible. Pourtant, l'un et l'autre savent que le moment de se quitter est peut-être venu. Avec 35 Roms, Claire Denis signe un film sensuel, doux et chaleureux à la fois. Mais c'est quoi cette histoire? 35 Roms. C'est une vieille histoire. Even vous a présenté les coups de cœur.
autre programme sur Arte. À 17h25, Steed fera une fois de plus confiance à ses intuitions. Et une fois de plus, il aura raison. 18h15, pour tout savoir sur le lin, pas besoin d'aller loin. En Belgique, on maîtrise parfaitement le sujet. Et à 19h, dans la jungle brésilienne, l'histoire d'un chantier ferroviaire qui fit bien des victimes. À découvrir ensemble. Qui suis-je? Que s'est-il passé? Qui est-elle? Qui sont-elles? Qu'est-ce qu'ils me veulent? La mémoire? Julien finira par la retrouver, mais il perdra son âme. Un ami parfait, un thriller assorti, demain à 14h45. Lundi. On vient de se taper 200 km à pied en 6 jours. Ça vaut bien un petit week-end, non? Ici, il y a la mer. Là, il y a les fridolins qui avancent. Et nous, on est là, sur une petite bande de terre qui rétrécit. Comme au lavage. Mais la lutte n'a plus aucun sens. Il y aura que des morts stupides par ici. Ah, parce que par ailleurs, il y a des morts intelligents. Jean-Paul Belmondo dans un film d'Henri Verneuil, Week-end à Zuidcote. Lundi, à 20h45. Et si l'envie vous en prend, arte.tv vous en parle. Prochainement. C'est quoi ça? Alors c'est ça un martien? C'est ça, Martien? T'es divine. Oh, c'est moche. Je ne veux pas recevoir cette chose dans ma maison. Oh, chérie, il le faudra bien, le peuple veut que je parlemente avec eux. En tout cas, ils n'auront pas droit à mon service en porcelaine. La taille de la cervelle. Ça doit vraiment être une lumière. Regardez, quelle horreur! N'oubliez pas, Nathalie. On lui paraîtra au moins aussi horrible. Dans un instant, portrait d'artiste, découverte d'une œuvre, grand spectacle, surprise à l'affiche de Musica dans un instant. Découvrez Arte à la carte. Avec notre service d'information personnalisé sur Internet, vous ne manquerez aucun de vos programmes préférés sur Arte. Demain. C'est elle la saloperie? N'hésitez pas, poussez la porte. Entrez, entrez, entrez! Tu es venu régler tes comptes. C'est pas que dans ma vitrine qu'on a mis un pavé, hein, c'est dans son cœur. Ça fait 6 000 que ça, un chagrin d'amour. Mais attention, le rose vire au noir. J'ai toujours résisté à mes fantômes. Beauté et frisson garantis à l'Institut Vénus et Apollon. Demain, à 20h45 sur Arte. À partir de lundi. Combien de voyages? Combien de paysages? Combien de visages? Images d'ici et d'ailleurs. 72 000 en tout, pour une collection unique au monde. Le monde du mécène Albert Kahn, à partir de lundi à 18h15 sur Arte.
Arnold Schoenberg, qui a révolutionné la musique du XXe siècle, décide en 1902 d'écrire un poème symphonique au caractère romantique, à partir de la pièce de théâtre Péléas et Mélisande de l'écrivain symboliste belge Maurice Maeterlinck. À la base de cette œuvre musicale, divisée en 4 parties, des leitmotifs incarnant chaque personnage se répètent et s'entrecroisent. Les protagonistes du drame sont caractérisés par différentes couleurs. Bleu pour Mélisande, vert pour Péléas et rouge pour Golo, choisi par Maeterlinck lui-même. L'histoire est dominée par la force inexorable du destin que Schoenberg présente comme premier thème. Le poème commence dans une forêt. Golo, petit-fils du roi Arkel, trouve Mélisande en pleurs devant la fontaine où sa couronne est tombée. Le thème musical de Golo retentit alors. Golo accompagne Mélisande jusqu'au château du roi et l'épouse. C'est à ce moment-là que Schoenberg introduit le thème de l'anneau nuptial. Le demi-frère de Golo, Péléas, jeune et passionné, vit dans ce château. La rencontre fatidique entre Péléas et Mélisande, qui tombent instantanément amoureux l'un de l'autre, est traduite en musique par le thème obsédant du réveil amoureux de Mélisande. Schoenberg introduit ici les thèmes du soupçon et de la jalousie, car Golo remarque la passion dévorante entre Mélisande, sa femme, et Péléas. Lorsqu'il les surprend dans une scène d'amour passionnel, il s'élance sur le couple, brandissant son épée, et tue Péléas. La quatrième et dernière partie du poème se déroule dans la chambre de Mélisande, qui meurt, écrasée par la douleur.